Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part de Bruxelles en Belgique où des hommages dignes de son rang a été rendu à Patrice Emery Lumumba en présence des autorités congolaises et belges. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a réceptionné la dépouille du Premier ministre en présence de sa famille biologique. On en parle avec Pati Tondongo. Pour l'immortaliser en Belgique, la salle des réunions de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles a été baptisée ce mardi 21 juin 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Patrice Emery Lumumba. Cette salle qui a servi de cadre pour la veille mortuaire et les hommages dignes de ces héros nationaux, les tout premiers Premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné il y a 61 ans. Présent à toutes les cérémonies, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a été mandaté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba dans son pays d'origine qui est la République démocratique du Congo, a, dans son oraison funèbre, salué la mémoire de ce digne fils du pays qui a payé de son sang pour la cause noble, celle de défendre sa patrie. Excellence, Monsieur le Premier ministre de notre pays, héros national de la République démocratique du Congo, l'heure est arrivée de vous conduire à la place désormais dédiée à votre illustre nom. En cette terre où vous veniez dans les années 1950, réclamer l'indépendance de votre pays, de notre pays, que vous avez finalement obtenu avec vos compères le 30 juin 1960. C'est dans ce même pays, la Belgique, que votre nom revivra à jamais dans la mémoire collective au travers de la place baptisée dorénavant place Patrice Emery Lumumba, ici à Bruxelles. C'est à partir de mercredi 22 juin 2022 que commence la République démocratique du Congo les hommages à ces héros nationaux qui est Patrice Emery Lumumba. Et c'est là, dans les Sankourou, dans la Chopo, dans le Haut-Katanga et à Kinshasa où il sera inhumé. Au pays, le Sankourou, sous la fièvre de l'attente de la dépouille du tout Premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, conduite par le député national Lambert Mende Omalanga, une délégation des caucus des élus du Sankourou est arrivée à Lodja. Et à Lodja, pour la circonstance, ce député national Lambert Mende a inauguré des forages d'eau. Reportage. Tout est fin prêt pour accueillir la relique du Premier ministre de la République démocratique du Congo, héros national Patrice Emery Lumumba. Nous sommes le 20 juin 2022 à Lodja, à la tête d'une forte délégation des élus nationaux du Sankourou. Les députés nationaux Lambert Mende Omalanga déblayent les terrains en prévision de la cérémonie officielle de l'arrivée de la dépouille du Premier ministre Patrice Emery Lumumba dans son Sankourou natal. D'une pierre deux coups, le meilleur élu de Lodja a procédé à l'inauguration des forages d'eau qu'il a lui-même sponsorisés par les truchements de la fondation Itchuka dans deux quartiers de la cité de Lodja, notamment Lokenye et Wemambolo. Des quartiers où s'approvisionner à l'eau potable relève d'un parcours de combattants. 5 forages dans cette circonscription. Donc je constate avec plaisir que ceux qui sont installés ici dans la cité de Lodja sont terminés. Et pendant le reste de mon séjour, je pourrai regarder ce qu'il en est des 3 autres, particulièrement à Kondochumbe où je vais me rendre. Au regard de l'enthousiasme suscité auprès de la population de Lodja, l'honorable Lambert Mende Omalanga a promis d'élargir ses projets
dans toute la province du Sankuru pour permettre un accès à l'eau potable aux ménages qui en ont besoin. Parlons sécurité à présent à Kinshasa, en Ituri, au Kasaï et à l'Équateur. La police nationale de ces coins va bénéficier d'un programme d'appui à la réforme de la police phase 3. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a lancé officiellement ce mardi à l'immeuble intelligent. On en parle avec José Baitombo. La réunion ministérielle de la Commission nationale des contrôles des armes légères et de petit calibre et de la réduction de la violence armée, organisée par la CNCALPC avec l'appui de la MONUSCO, a permis aux parties prenantes de faire une évaluation sur les fonctionnements de cette structure étatique qui porte le même nom. Le secrétaire permanent Patrick Combé a d'abord mis l'accent sur les piliers majeurs de la CNCAPLC, réalisation et perspective. C'est cette structure qui devrait dans son pays conseiller le gouvernement congolais ou le gouvernement de son pays quant à la politique de la lutte contre la prolifération des armes légères et petits calibres. Daniel Asselo Kitowakoy, qui dans son discours a mis un accent particulier sur la circulation illicite des armes à l'est du pays. Source d'insécurité, a appelé à la mutualisation d'efforts pour réduire la prolifération des armes légères et des petits calibres, gage de la sécurité et la paix des populations dans tout le territoire de la RDC en général et dans les zones de l'Est touchées en particulier. Le travail abattu par notre commission étant énorme face aux moyens presque inexistants et les champs d'action vastes, j'invite chacun de nous dans son domaine ainsi que la communauté internationale à multiplier les efforts pour soutenir cette structure très importante. Daniel Asselo Kitowakoy, qui avait à ses côtés le vice-ministre en charge de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, celui de la Défense, Véronique Kilumba, la Justice, mais aussi le président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, l'honorable Bertin Mobonzi, et celui du Sénat, le sénateur Baramoto, ont reçu les explications sur le marquage d'armes qui s'est fait à Kinshasa, puis la visite du serveur à l'immeuble de la territoriale et enfin la visite de la base logistique centrale au camp lieutenant-colonel Kokolo. Et puis ce message concernant l'interdiction du port des FARDC à Kinshasa et aussi l'interdiction de toute forme de stigmatisation des uns et des autres pour leur morphologie. C'est la direction de la PNC ville de Kinshasa qui le dit dans ce reportage de Edi Chala. Sur la sécurité des personnes et de leurs biens, la police nationale congolaise ville de Kinshasa ne transige pas. Se conformant à l'instruction de sa hiérarchie, la police informe la population qu'il est strictement interdit le port des tenues militaires des FARDC et de la police nationale congolaise, ainsi qu'apparentés. Au cours de cette réunion avec les hommes sous ses ordres, le général Silvano Kasongo, commandant de la PNC ville de Kinshasa, a rappelé les Kinoises et Kinois à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en stigmatisant les paisibles personnes à cause de leur faciès. Dans le lot des sanctions, la commissaire supérieure adjointe Mwakili Congo Hortense se voit suspendue de ses fonctions de commandante du commissariat de Bandalungwa pour avoir laissé se commettre des actes répréhensibles dans sa juridiction, pour négligence et pour violation de consignes. Vous savez, ces derniers temps, il y a des jeunes gens qui posent des actes répréhensibles, qui font la haine raciale, qui sont en train de pourchasser les gens à cause de leur morphologie. La police doit être sur le terrain, être debout pour traquer et sécuriser tout le monde. Il ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Si la population voit qu'une personne suspecte, la population va appeler la police va vérifier si la personne est suspecte ou pas. Il ne faut pas que les gens se mettent à la place de la police ou à la place des services de sécurité. Un communiqué a sanctionné la fin de cette réunion présidée par le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo.
Pendant ce temps, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, était hier devant les responsables des structures formelles et informelles de son parti pour les sensibiliser contre la xénophobie et le respect de l'autorité de l'État. Tout membre de l'UDPS qui ne respectera pas les mesures prises par le gouvernement interdisant tout rassemblement politique à caractère incitatif à la haine sera transféré devant les instances judiciaires pour répondre de ces actes. On en parle avec Alain Bikaï. C'est par une nuit de silence observée en mémoire de nos vaillants soldats et la population de l'Est de la République victime de l'invasion de l'armée rwandaise que le secrétaire général de l'UDPS a débuté sa réunion avec les animateurs des structures de son parti. Dans sa communication, le numéro 1 du parti présidentiel a rappelé ses troupes à l'ordre, surtout en condamnant tout comportement xénophobe. En tant que parti de la social-démocratie, l'UDPS a toujours centré son action sur l'homme et la non-violence, a-t-il précisé. Quand nous étions dans l'opposition, on n'a jamais réfléchi un seul instant de recourir à la violence pour accéder au pouvoir. Comment expliquer aujourd'hui, nous sommes au pouvoir où l'impérium est entre les mains de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, qu'à ce moment-là, l'UDPS puisse réfléchir encore comment monter une milice, comment recourir à la violence pour sécuriser le pouvoir. C'est du non-sens. C'était aussi l'occasion pour Augustin Kabouya d'annoncer à l'assistance les mesures prises par les gouvernements interdisant tout attroupement politique public, c'est-à-dire les parlements debout et les ports des habits avec indice militaire appelé communément Pentagone. Les réunions hebdomadaires des cellules restent le seul cadre de rencontre des membres de l'UDPS, a-t-il insisté. Pour boucler, le secrétaire général a dénoncé la campagne des SAP menée dans les réseaux sociaux contre la famille politique du chef de l'État pour donner des béquilles aux ennemis de la République. Le ministre auprès le président de la République, Nana Manouanina, a présidé le forum régional pour le développement d'un projet stratégique régional, forum au cours duquel le thème sur la lutte contre le discours de la haine a été développé. Mamita Bangou, le reportage. Pour les représentants de Mme Bintou Keïta, il faudra absolument lutter contre ces discours de haine qui se propagent ces jours-ci. J'aimerais également saluer la présence de la ministre auprès du chef de l'État. Nous voudrions sincèrement ici le remercier pour sa disponibilité et son soutien aux initiatives nationales et régionales visant à prévenir et réprimer les discours de haine dans toutes leurs formes, d'où qu'ils viennent. Madame la ministre, votre présence ici parmi nous est un signe d'encouragement compte tenu des enjeux et des défis qui ont conduit le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Au nom du président de la République, la ministre près le président de la République, Nana Manouanina, à l'ouverture du forum de Kinshasa sur l'élaboration et l'adoption d'un projet de stratégie et du plan d'action pour la prévention du discours de la haine, a cerné l'aspect relatif à la mise en œuvre d'un leadership dans l'harmonisation des mécanismes de prévention et de lutte contre ce genre de discours. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très préoccupé par la question de la lutte contre le discours de haine. La situation que vivent actuellement nos populations de l'Est du pays, avec la résurgence de crimes et violations graves du droit international des droits de l'homme par le M23 et ceux qui les soutiennent, pousse le gouvernement de la RDC à mettre en jeu tout le moyen nécessaire pour pacifier, maintenir uni notre pays et parvenir à la paix pour toutes les populations
de la RDC. Comme pour impliquer la musique à cette lutte acharnée contre le propos haineux, l'artiste slamer Yekima de Bellar a interprété un morceau vivant qui dépeint l'atmosphère de lutte contre la haine. Cette cérémonie a été close par une photo des familles pour la postérité, une belle occasion de marteler sur la vision gouvernement congolais qui vise la paix entre les communautés congolaises. Soutien au FARDC et au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le cercle des réformateurs intégrés du Congo crie que n'est pas en reste. Il organise une marche de soutien au FARDC, marche qui se tiendra ce vendredi 24 juin 2022. Le président du CRIC, Stéphanie Mbombo, l'a annoncé au cours d'un point de presse. Reportage. C'est un point de presse animé par la présidente du Cercle de réformateurs intègres du Congo, CRIC, Madame Stéphanie Mbombo. Axé autour de l'actualité brûlante de l'heure, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Nous sommes deux peuples voisins. Nous sommes appelés à nous entendre et à marcher ensemble. Nous voulons vraiment que s'il y a des peuples rwandais qui se désolidarisent de morts, des millions de morts congolais, qui se manifestent maintenant, vraiment, on a besoin que la population africaine se ligue contre l'agression des Africains par les Africains. Le CRIC salue la restitution par la Belgique de la relique de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC. Parlant de la matinée politique qu'organise le CRIC ce vendredi 24 juin 2022, placé sous le thème « Stratégie et conquête électorale », Madame Stéphanie Mbombo explique. Notre matinée politique intervient dans un moment crucial où notre pays est en train de se faire agresser par des pays voisins, par des mouvements armés. Nous demandons à toutes les Quinoises et les Quinoises de nous accompagner dans cette marche pacifique que nous allons organiser en marche de cette matinée politique, un soutien pacifique au FARDC et une marque de solidarité dans la population de l'Est du pays. Nous vous appelons Quinoises et Quinois à venir en masse ici au siège du parti de Centre réformateur interne du Congo, qui est sur 24 novembre en FAC Notre-Dame de Lingwala. Et de là, nous allons commencer notre marche à 8 h d'ici, passant par le Palais du Peuple, Pongabi, Victoire, jusque dans la salle Gracia, où se tiendra la matinée politique. Pour elle, cette activité sera également une occasion pour les Quinoises et Quinoises de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les FARDC pour la pacification de l'Est de la RDC. La Cour constitutionnelle affiche désormais complet. Ses membres ont procédé ce mardi au vote de leur président. Dieudonné Kamuleta Badibanga a raflé la majorité de voix 9 sur 9. Le portrait de ce magistrat de carrière proposé ici par Jean-Pierre Ndolo Demazou. Le juge Dieudonné Kamuleta Badibanga va désormais présider aux destinées de la Cour constitutionnelle. Ce dernier a été porté à la tête de cette haute juridiction ce mardi 21 juin à l'issue d'un vote de ses pairs au cours d'une assemblée plénière élective. Il remplace à ce poste Dieudonné Kaloubi Dibois, destitué de ses fonctions après le tirage au sort effectué au mois de mai dernier. Il a été élu par 9 votants sur 9. Faisait partie du quota du Conseil supérieur de la magistrature et avait commencé sa carrière dans la ville de Kamina, province du Haut-Lomami. Il a été élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Dieudonné Kamuleta a la lourde tâche d'assurer la gestion des contentieux électoraux après les élections présidentielles et législatives de 2023. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle devient par ce vote intervenu ce mardi, le 3e président de la Cour constitutionnelle. Et puis, la CENI et l'Autorité nationale des élections de la République centrafricaine, ANN, veulent développer une coopération dans le domaine des élections. C'est ce qui a laissé entendre Mathias Barthélémy, président de l'ANN, au terme de leur échange avec Denis Kadima et Didi Manara. On en parle avec Teti Samba.
Cette délégation centrafricaine, conduite par le président de l'Autorité nationale des élections, Dr Mathias Barthélémy, était composée du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, du représentant résident intérimaire du programme des Nations Unies pour le développement et de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies à Bangui. Leurs échanges avec le président de la CENI, Denis Kadimaka, a dit qu'avec à ses côtés le deuxième vice-président de cette institution, Didi Manar Alinga, ont été axés sur le financement des élections et la communication en matière électorale, sur un partenariat dynamique à développer entre les deux institutions. Nos collègues qui sont ici pour échanger sur la manière à laquelle les choses se passent. Et nous avons vraiment échangé sur les bonnes pratiques ici. On a abordé le sujet de la machine à voter, la question du financement des élections, la communication en matière électorale. Et ce sont des questions que nous avons pu échanger entre nous et pour voir comment les choses se passent et comment nous pouvons aussi développer un partenariat dynamique entre les deux institutions. Par la même occasion, la dite délégation a pu apprendre comment la CENI a tiré profit de la machine à voter, une expérience d'ailleurs évoquée et soutenue au niveau international par le réseau des experts en matière électorale de la francophonie à Dakar. Construction des hôpitaux, des centres de santé, bref, des bâtiments publics pour asseoir l'autorité de l'État. Un plan détaillé de développement de 145 territoires pour la province de la Lomami a été présenté. Les séances d'information sur les programmes de développement local des 145 territoires se poursuivent sans désemparer. La journée du samedi 18 juin dernier était très bénéfique pour les ressortissants de la province de la Lomami qui avaient répondu très nombreux à l'invitation du directeur général des BSECO, Jamabi Moulumba, qui, comme à l'accoutumée, s'est livré à l'exercice d'expliquer ce qui sera fait dans leur province dans le cadre de cet ambitieux programme. Véritable cadre d'échange, un jeu de questions-réponses s'est vite installé entre Jamabi Moulumba et ses autres qui ont montré un intérêt particulier quant à ceux. Le numéro 1 de BSECO parle des résultats attendus dans cette province. Le PDL dans la province de Lomami, justement, va, comme je l'ai dit, aura pour mission justement de construire des infrastructures socio-économiques, notamment les écoles, les centres de santé, les bâtiments administratifs, ainsi que le logement des autorités locales pour justement rétablir l'autorité de l'État, mais également les forages, pour pouvoir fournir de l'eau potable aux populations. Quant au gouverneur de la Lomami, Nathan Ilunganumbi, il fait de la sensibilisation son cheval de bataille pour réussir les programmes de développement des 145 territoires dans sa juridiction. Nous devons sensibiliser les différentes couches de la population, les différents acteurs pour qu'ils s'approprient les ouvrages ou ces projets de développement local des 145, principalement pour la Lomami. De l'avis du professeur Kalé, il faut vite commencer les travaux pour soulager la misère de la population. Il faut commencer, que les gens voient que les jalons sont jetés quelque part, ils vont vous croire. La journée d'information sur les programmes de développement des 145 territoires aura trouvé un écho favorable chez les ressortissants de la Lomami, chose qui réjouit le directeur général des BSECO ainsi que toute son équipe. Et puis cet atelier sur le genre et la gouvernance tenu à Matadi, atelier organisé par le Conseil présidentiel d'éveil stratégique. Objectif, former les femmes à mieux évaluer les engagements du président de la République. Reportage. Grâce à leur sensibilité, elles sont mieux placées pour évaluer le changement dans les milieux de vie. Elles sont venues de Kinshasa, du Congo central, du Kwango, de Maïndombe, du Kwilu pour participer à cet atelier organisé par le Conseil présidentiel d'éveil stratégique dans la ville de Matadi. L'objectif est d'impliquer les femmes de la RDC dans le suivi des engagements pris par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Sous cet angle, il est évident que les femmes doivent jouer un rôle essentiel dans le suivi de ces engagements du chef de l'État. Parmi les engagements dont il est question, il y a la gratuité de l'enseignement primaire et la couverture santé universelle. Cette masse critique va renforcer le dispositif de surveillance, a précisé la coordonnatrice adjointe du CPVS, Judith Suminois. Le mécanisme citoyen de suivi des engagements du chef de l'État est un dispositif de relais que vous devez installer dans vos provinces dès votre retour.
Il servira une fois mis en place de leviers de mobilisation des femmes de vos provinces pour agir en tant que des leaders à la base pour informer la société sur les engagements du chef de l'État, sur leur mise en œuvre. Le mécanisme citoyen qui sera efficace sera appuyé en termes de formation, de coaching et de toute autre forme d'assistance pour renforcer sa capacité de surveillance citoyenne dans la province. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise associée à l'activité a relevé la particularité de la démarche. C'est la première fois qu'un chef d'État accepte que les citoyens assurent le suivi de ses propres engagements. Ce cadre permet aux femmes et aux filles d'exprimer leur leadership. Le projet d'implantation d'un satellite d'observation de la Terre pour la RDC prend de plus en plus corps. Le site d'implantation a été identifié à Kasangulu dans le Congo central par Spacebel et la commission technique. Reportage. C'est à Kasangulu dans le Congo central que le site devront abriter la station au sol du programme satellitaire de la RDC sera implanté. La délégation de Spacebel et la commission technique du Conseil scientifique national ont consacré le 3e et dernier jour de ces discussions autour du projet d'acquisition d'un satellite d'observation de la Terre de la RDC à Kinshasa par l'inspection de ce site. Question de se rassurer de la qualité du signal. Nous sommes là avec nos amis de Spacebel qui ont commencé déjà ce projet depuis un temps. Maintenant, ils devaient venir sur le terrain pour voir l'emplacement des sites où devait être implantée la station sol pour voir si ça convient avec les spécifications techniques. Quand les signaux qui doivent venir du satellite, nous devons voir qu'ils ne puissent pas être perturbés par des montagnes à côté ou des habitations. Et le site est merveilleux. Je crois qu'il se prête à ce qu'on puisse installer la station sol pour les programmes satellites. Selon le directeur général de Spacebel, société active dans le développement des infrastructures, Maître Thierry Dupré, ce site répond aux différentes spécifications, bien qu'il reste encore quelques préalables pour qu'il soit totalement opérationnel. En un an, on peut avoir construit les bâtiments à condition qu'il y ait la route qui permette à tous les camions et aux travailleurs de venir jusqu'ici. Il faut de l'électricité, il faut de l'eau, il faut une bonne fibre pour la communication Internet. Donc ce sont tous ces éléments qui vont devoir être étudiés. L'objectif étant, si le contrat est passé, je dirais cette année-ci, il faut raconter que le satellite serait opérationnel dans 4 ans. Ces échanges de 3 jours tenus sous le haut patronage du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique ont permis à la commission scientifique d'avoir tous les détails du projet tel que Spacebel le conçoit. L'Institut national de la statistique a lancé officiellement ce mardi 21 juin 2022 la collecte des données pour l'annuaire 2021. C'était au cours d'un atelier où le directeur général de l'INS, Serge Bokouma, a demandé aux points focaux de s'investir pour l'élaboration de cet instrument. Présentation de l'annuaire 2019-2020 présentée au mois de septembre dernier. L'heure est à la collecte des données et pour la réalisation de l'annuaire statistique RDC 2021. L'Institut national des statistiques est déterminé à mettre à la disposition du gouvernement et autres partenaires les récentes données sur les statistiques en République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres qu'un atelier de sensibilisation et du lancement des collectes des données pour la production de l'annuaire statistique édition 2021 a été lancé ce mardi 21 juin 2022. Le directeur général de l'INS, Serge Bokouma Ontiti, a lancé officiellement ses travaux, a pour la circonstance demandé aux participants de s'investir pour la réalisation de cet instrument. C'est ici l'occasion pour moi de remercier les autorités du pays, au premier rang desquelles son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa vision sur le développement de notre pays. Vision qui place les statistiques au centre de tous les programmes de développement. La rencontre de ce jour s'inscrit sur la ligne droite du processus régulier de production et dissémination des statistiques de routine dans notre pays, incarné aujourd'hui par l'annuaire statistique. Pendant 2 jours,
Les participants auront l'opportunité d'échanger et de discuter sur l'élaboration de cet instrument qui constitue, dans une large mesure, un document de référence et de base pour la planification du développement de la République démocratique du Congo. Paiement des intervenants du TENAFEP 2021-2022. Un accord a été trouvé entre l'IGF et le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. Séverine Katanda, reportage. Le ciel s'est éclairci entre l'inspection générale de finances et le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Les deux parties viennent enfin de tomber d'accord sur les modalités de paiement des intervenants du test national de fin d'études primaires TENAFEP, édition 2021 et 2022. À la demande de l'Assemblée nationale, il avait été instruit à l'inspection générale de finances d'examiner le plus rapidement possible les modalités de ces paiements et également étudier le voie le plus sûr et le plus rapide. Certains seront payés par voie bancaire, d'autres par contre par le code comptable, a fait entendre l'inspecteur général de finances, chef des services Jules Alingueté, qui a conduit une forte délégation de l'IGF au ministère de l'EPST. Donc il était de notre devoir de venir vers son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST pour présenter les propositions. Globalement, il y a des intervenants qui seront payés par voie bancaire, les intervenants qui seront payés par les codes comptables et les intervenants qui seront payés par les provinces éducationnelles. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a salué toutes les propositions faites par l'IGF. Tout ce que les intervenants doivent retenir maintenant, c'est que le processus vient d'être relancé pour que la paye intervienne le plus rapidement possible. L'IGF a également rappelé que toutes ces dispositions prises visent la sécurisation des fonds de l'État. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité, un journal réalisé par Pécho Moubenga et Patrick Bapuila avec le soutien technique de Yannick Yangumba, Alain Galia, Jeto Lusaki sous la coordination de Cédric Kenina Ambo. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. 13h30, Bobo Anan Mokondi. Au revoir et à la prochaine.